Welcome, bienvenue. Oui, Malamu Mbotenabino, vous avez l'habitude de nous suivre. C'est votre émission Focus Hydrocarbures. Ici, nous parlons énergie, nous parlons environnement, dans le seul souci d'accompagner les décideurs, mais également d'éveiller la conscience de la population. Pepito Sakasaka, c'est bien moi, le maître du temple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet aussi intéressant. Nous allons analyser le secteur aval pétrolier de la RDC. Alors, pour répondre à toutes les questions, à toutes les réalités concernant l'aval, nous avons reçu M. Serge. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci Pépito, heureux de vous revoir. Vous êtes un habitué de cette émission et très heureux de vous recevoir encore une fois. Comment vous allez? Je veux très bien, grâce sur grâce, comme on le dit. Grâce sur grâce. Nous allons analyser ce secteur aval pétrolier ensemble avec vous. Je rappelle que vous êtes responsable d'un bureau d'études, BOPS, mais également un chercheur, voilà, un logisticien pétrolier. Vous avez assez de qualité. Nous allons échanger à long et à large. Quand nous parlons aval pétrolier, qu'est-ce qui vous revient plus en tête? Je voudrais, merci d'abord pour la question. Quand on parle aval pétrolier, il y a plusieurs activités. Mais j'aime bien l'activité que vous venez de citer là, la logistique. Le transport, qui est transversal, qu'on peut trouver dans l'amont et dans l'aval. Mais c'est dans l'aval où on sent vraiment que le transport a sa place. Quand on parle de l'aval pétrolier, nous voyons tout ce qu'il y a comme raffinerie, la distribution, la commercialisation, le service aussi, et surtout le transport et le stockage. Ah ben voilà. C'est un domaine aussi stratégique parce qu'on ne peut rien sans le carburant. Alors pour que le carburant arrive à la pompe, il faudrait la logistique, il faudrait le transport, il faudrait la main-d'œuvre, il faudrait la sécurité, il faudrait tous ces aspects. Nous allons parler de tout ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, puisse vous parler du transport. Dernièrement, Kinshasa a été frappé par un cas, par un sujet de deuil suite à l'accident d'un camion-citerne vers Lemba. On en a parlé dans nos émissions précédentes et vous parlez des transports. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les transports de hydrocarbures, les transports de carburant présentent un danger pour la vie de la population? Je vais être pragmatique et laconique. Oui, le transport de produits pétroliers. Alors attention, quel type de produits pétroliers? De produits pétroliers de classe 3, les produits inflammables. Oui, ça présente un danger. Et encore, les transports de produits gaziers. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous sillonnez, évidemment, ceux qui ne sont pas dans les hydrocarbures, il y a des fois font fi. Il y a des camions gaziers qui commencent à entrer en RDC. Ça aussi, c'est un danger permanent. Pourquoi c'est un danger? Nous allons en parler. Pourquoi c'est un danger? Nous allons en parler, puisque nous parlons de l'aval, puisque nous parlons de ces secteurs des hydrocarbures, mais il y a aussi une actualité qui nous dérange ces derniers temps, une série d'incendies à gauche, à droite. Comment recevez-vous ces genres d'informations? Non, mais c'est avec tristesse et colère lorsque chaque année, nous vivons des cas de sinistres. Incendie par-ci d'un dépôt pétrolier, incendie ou cas d'accident qui cause incendie, il y a mort d'homme, qui est des sinistres chaque année. Si je pourrais me revenir en arrière, en 2010, nous avions connu un cas très très frappant à Sangué, dans le sud Kivu, au Vira. Plus de 250 personnes. C'était encore un camion-citerne. Un camion-citerne qui roulait à vive allure. Dieu merci pour le conducteur. Il avait des compétences, il était certifié. Et pour la première fois. Mais revenons il y a 4 ans, 5 ans. Mbavu. Loufou. Maluku. Maluku. Il y a 2 ans. Des bonhommes dernièrement. Des bonhommes. Ces jeunes hommes-là qui 2 fois Mbavu. Ok? Mbanzangungu, chez moi au village, là, c'est que Banza. Mbavu, dans le Congo Quelque central. chose comme ça. Et encore dernièrement, où il y a encore des stigmates au niveau de Rond-Point-Ngaba. Allez-y, vous allez voir. Alors, puisque nous parlons de Rond-Point-Ngaba, on peut retrouver cette image, cet incendie de Rond-Point-Ngaba, d'un camion-citerne, et on se retrouve.
tombé, hein? C'est tombé déjà. Bien. Alors, ça, c'est Matadi Kibala, mais c'est toujours dans cet ordre d'idées où il y a des incendies. Le marché Matadi Kibala qui devrait subir une réhabilitation et il a pris feu dernièrement. On se demande où allons-nous? Quelles sont les causes des incendies? Est-ce que c'est seulement le produit pétrolier, parce que nous parlons de l'aval, logistique, transport, ou bien il y a d'autres choses qui peuvent amener à ces cas d'incendie? D'abord, il y a cette négligence notoire que nous sommes en train d'observer. Nous sentons comme si ceux qui devraient nous protéger font fi. La protection civile n'existe pas. Il n'y a pas de mesure d'anticipation. L'année passée, c'est un câble électrique qui a été sectionné, je ne sais pas comment. Toujours à Matadi Kibala. À Matadi Kibala, il y a eu mort d'homme. On a fermé le marché. Allez-y maintenant, les choses ont repris. Et j'apprends qu'il y a 2-3 jours, il faut vérifier, qu'il y a eu encore cas de mort et incendie. Nous assistons à des incendies dus à la mauvaise manipulation des produits pétroliers. Et là, Dieu merci, nous n'avons encore jamais vu une station prendre feu. J'ai pris Dieu. À Kinshasa, pas encore. Mais beaucoup plus dans le transport. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est la mégestion, le manque de respect des réglementations, la qualification de ceux qui manipulent ces produits. Pourquoi? Parce que ceux qui manipulent ces produits ne sont que des simples commerçants. Ils font fi, n'est-ce pas, de la réglementation. Alors comment? Parce qu'ils vous diront, comme récemment, lors de la descente d'une équipe ministérielle, face à un dépôt pétrolier, ils avaient des documents parce que juste à l'entrée, on précise, voilà, le registre des commerces, l'autorisation des transports, stockage, ils ont les documents, ils sont connus. Et quand vous dites que ce sont des gens qui font fi de normes, vous voulez dire quoi au juste? Écoutez, faire fi des normes, présenter un document ne veut pas dire que vous avez des compétences, des gens qui gèrent très bien et qui maîtrisent la chose. Ah non. J'ai des documents. J'ai des amis qui ont des documents. Ont-ils des agents qui ont des compétences, qui peuvent aujourd'hui gérer la gestion de HSE dans un dépôt pétrolier? Comment est-ce que l'accident est arrivé? Ils ont un plan de gestion de risque. Pas du tout. Pas du tout. On peut présenter des documents juste pour faire, pour faire miroiter, mais au fond, d'abord, ils vont faire autre chose. Ils n'ont pas des agents qualifiés. Et quand vous leur demandez, présentez-nous votre programme HSE, ben écoutez, à ce moment-là, ça pose un problème. Voilà le grand problème. Donc, ils commercent sans tenir compte de la spécificité du produit et même de la dangerosité du produit. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des agents de l'État qui passent de temps en temps, comme j'ai souvent vu, les agents de la protection civile aller vérifier les extincteurs. Si ça suit les rythmes de la conservation. La conservation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est une question que je me pose, je n'ai pas le chronogramme d'activité de la division urbaine des hydrocarbures. Ceux qui travaillent là-bas, pèsent-ils devant les opérateurs économiques? Alors c'est une très bonne question. Nous allons répondre ensemble. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de faire cette analyse du secteur aval pétrolier. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, il y a des incendies dus au mauvais transport, mauvaise manipulation. Alors on se demande comment se présente cette situation. Alors quelle est la santé de ces secteurs? Parce que là, vous brossez certains éléments qui donnent la colère, certains éléments qui vous poussent parfois à crier, à interpeller l'autorité. Quelle est la santé du secteur aval pétrolier? Très mitigé. C'est-à-dire? Évidemment, s'il faut prendre au cas par cas, dans la distribution, l'importation, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se maîtrise, qui est maîtrisé. Parlons notamment. Dernièrement, on a vu le ministère de l'économie qui a une grande réunion avec, disons, les majors. Les opérateurs pétroliers. Qu'ils seront, pour ne pas dire indemnisés. C'est un soulagement pour eux. N'est-ce pas? Dans le stockage, il y a un petit souci par rapport au para, s'il faut les appeler comme ça. Mais s'il faut voir le major, les grandes entreprises, les deux que nous avons ici, qui sont dans le stockage, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas de souci? Parce qu'ils respectent les normes. Les normes, s'il vous plaît. Mais allez voir ailleurs.
On a vu Yash partir en fumée. Ailleurs, vous faites allusion au... Je vois les dépôts privés, pour ne pas dire pirates. Parce que s'ils étaient pirates, ça veut dire ils n'ont jamais de documents. Quand vous avez vu, ils vont dire non, nous avons des documents. Et lesquels des documents? Ils ont des RCSM. Stockage, entre guillemets, il faut encore revoir. Donc c'est vraiment à cet endroit-là où ça... Mais c'est là où il y a problème. Ça dérange. Donc, dans la chaîne, le stockage et les transports, mon cher ami, je crois qu'il y a vraiment à boire et à manger. Et c'est là où on devait s'appuyer. C'est là où on devait faire des ateliers avec les parties prenantes pour dire, monsieur, regardez ce qu'il y a comme chose à faire. Que dit la réglementation? Et nous, autorités, et vous, acteurs, vous devez respecter X, Y, Z choses pour que demain, nous minimisions les risques d'incidents et des incendies. Le transporteur, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est donneur d'ordre. Alors, puisque vous insistez que le mal vient plus du côté transport, comment cela devrait se faire? Ou comment doit se gérer? Ou doit se faire les transports sécurisés? Voilà pourquoi j'aime bien venir chez vous. Parce que vous me posez des questions qui me tapent. Et là, c'est là que je veux parler. Logiquement, sur le cadre légal, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais c'est dans l'exécution. Être transporteur de produits pétroliers, tout le monde peut le faire. Je suis d'accord avec tous ces commerçants. Mais le grand problème, ceux qui doivent ou qui devraient travailler dans ce secteur d'activité devraient avoir un minimum de compétences. Je prends par exemple le conducteur. Ce conducteur-là ne peut pas conduire un camion. Qu'il ait un permis de conduire du type BC. Parce que souvent, on appelle Jean, Yaka Kumba Kende. Tant mieux. Mais Jean sait transporter un camion citerne. Camion remorque. Non, camion remorque. D'accord? Mais a-t-il des compétences pour transporter et connaissances, transporter un camion citerne de marchandises dangereuses de classe 3, inflammables? Non. Mais que dit la réglementation? Il doit avoir un minimum de 2 mois de formation. Il doit connaître très bien le produit, savoir conduire un camion. Et là, j'apprécie encore, s'il faut le nommer, CEP Congo, toute une école de conduite. Nous avons des jeunes gens, des chauffeurs poids lourds. Non, non, pas n'importe quel poids lourd. Marchandises de classe inflammables, de classe 3. Il y a des dames, il y a des messieurs. Et donc, le conducteur devait être certifié. Alors là, je pose la question au ministère des hydrocarbures qui nous gère, secrétariat général des hydrocarbures, ont-ils une liste de conducteurs certifiés? Non. Le camion citerne, a-t-il de la documentation? Il y a des documents de bord. Les camions citernes respectent-ils le TMD classe 3? Est-ce qu'il y a même un extincteur à côté de ces camions? Écoutez, voilà. Les pictogrammes sont-ils respectés? Les pictogrammes, tout ça. Et même le conducteur, la plaque orange, il ne sait même pas interpréter ça. En tant que formateur, en tant qu'expert dans la logique pétrolière, aval pétrolier, je crois qu'il est temps maintenant qu'on se mette sur la table et on travaille dessus. Alors, quoi dire à ces chauffeurs qui pensent que c'est l'état de la route, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas tout ce qu'il faudrait, que la route a un état piteux? Quoi dire à ces chauffeurs-là? Voilà, ils se disent, voilà, j'ai n'amon quitté les boulots et zalaki, et du coup, je me suis retrouvé dans la brousse. D'abord, lorsqu'on maîtrise les normes QHSE Patron, que nombre ne maîtrisent pas, on choisit même la route. Mais comment je peux engager un véhicule qui a des millions de dollars? Comment je peux engager un véhicule qui contient une marchandise qui est tellement dangereuse, inflammable, dans une route sinueuse? Vous m'envoyez à la mort. Je vais décliner. Là, ce n'est pas une raison, à votre avis? Ah ben non. Et là, c'est un, de deux. L'autorité. La route, ce n'est pas un privé qui le fait. S'il le fait, c'est parce qu'il a, il a soumissionné à un projet. Ça veut dire, l'autorité, les ITPR, n'a pas fait son travail. Comment aujourd'hui, on peut comprendre? Je prends un exemple qui est palpable, vérifiable. Allez au rond-point Graba.
Ça fait combien de mois que cette route-là, cette tronçon-là, Quelques semaines déjà. plusieurs semaines, le conducteur trouvera toujours une raison. C'est comme Ève et Adam. Ève dit non, 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 c'est la femme qui Il va m'a toujours besoin. se défendre. Il va toujours se défendre. Mais avant qu'il ne se défende, lui-même, le conducteur, avait-il compétence de rouler sur cette route-là? S'il avait des compétences, il ne serait pas parti. Il va tracer sa route. Voilà le problème. Donc, sur la transversalité de la chose, et le donneur d'ordre, et ceux qui devaient travailler, et l'État congolais sont responsables. Ils sont responsables. Nous sommes en train de faire l'analyse systémique de l'aval pétrolier de la RDC, mais également nous faisons allusion à la grande actualité qui est dominée par une série d'incendies. On se demande qu'est-ce qui se passe au juste et comment se présente la situation. Alors nous allons retrouver ce qui s'est passé à Kingaboua, 14e rue. Poids lourd, c'était quoi? Les gens pensaient comme si c'était une station-service qui a pris feu, mais c'était un dépôt des Chinois. Souvent, suivons cette image et on se retrouve. Alors, voilà, contrairement à la vidéo qui circulait sur la toile, que c'était la station-service qui avait pris feu, mais là, vous avez vu que c'était un dépôt pétrolier des Chinois. Dépôt pétrolier chinois, on a une station-service T. Ce sont des informations vraies que nous vous livrons. Monsieur Serge, quand vous voyez ça, un dépôt pétrolier qui prend feu et le camion citerne qui intervient vraiment en retard, les gens ont cru comme si c'était la station-service en construction qui est juste devant à quelques mètres du dépôt. Et votre réaction? C'est triste. Vous parlez d'un dépôt pétrolier. Les dépôts n'est pas pétrolier, malheureusement. Ah, un dépôt. Un dépôt. Dans ce dépôt-là, et jusque-là, il y avait des produits inflammables. On suppose. On suppose. Ça veut dire que la gestion des risques n'était pas respectée. Du n'importe quoi. Ah ben oui. Écoutez, lorsque vous engagez des gens qui viennent travailler dans des endroits qui sont des endroits volatiles, s'il faut le dire comme ça, n'est-ce pas? Des endroits sensibles, des zones ATEX. Il faut commencer par une indication. Kotangi Sabatuana. La formation. Une formation de 3 jours, n'est-ce pas? Sur le HSE. La manipulation de tout le produit que vous allez trouver ici. C'est ce que les gens n'ont toujours pas. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons des sinistres. Comment quelqu'un peut dormir dans sa maison avec des bidons de pétrole? Je n'ai pas dit pour essence, bidons de pétrole. Et il rentre le soir, très affamé, fenêtre fermée, il allume un feu au salon. Ma foi, c'est quoi cette histoire-là? L'ignorance va nous tuer. Alors là, vous attaquez également les aspects, la place de la population dans ce genre bien de sûr que oui, bien de sûr cas. que oui. Mais revenons un peu sur les mesures, parce que là, vous avez dit qu'il faudrait des mesures nécessaires. Le ministre des Hydrocarbures, le maître Didier Boudimboua, qui nous saluons également, a pris une série de mesures récemment. Il y a une année, d'ailleurs. Récemment, une année, il en a encore insisté là-dessus, mais il y a eu des langues qui se sont levées pour dire qu'il asphyxiait l'économie, qu'il dérangeait la population à ne pas faire les activités de vente de produits pétroliers. Et c'était quoi au juste la situation? Est-ce que doit-il continuer comme ça à frapper dur ou bien on devrait laisser libre cours? Écoutez, on a toujours raison, nous les commerçants, s'il faut le dire comme ça. Mais lorsqu'il y a un sinistre, c'est le ministre qu'on accuserait ou qu'on accuse. Moi, j'encourage le ministre de continuer à serrer encore la vis.
et même de sceller des dépôts. Lorsqu'il y a mort d'homme, c'est fini, hein, c'est parti. Hein. Et aussi, inviter les propriétaires de ces dépôts-là, mais de suivre des formations, des renforcements des capacités pour la gestion de leurs dépôts. Écoutez, je reviens encore pour dire, le produit pétrolier est un produit qui n'est pas un produit qu'on peut commercer comme tout autre produit. À quoi servirait la task force? Nous avons appris une commission a été mise en place dans ce sens-là de contrôler et tout. Ça servirait à quoi? S'il n'y a pas accompagnement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous commencez très bien le matin, à midi, vous êtes essoufflé, et le soir, le naturel revient au galop. Ça ne va pas. Il faut prendre des mesures coercitives. Sinon, ce sera la jungle. On vous dira que dans ce genre d'incendie, lorsqu'il y a incendie, il n'y a pas que le ministère des Hydrocarbures qui est pointé du doigt. C'est un domaine aussi complexe. Alors, comment prendre des mesures qui pourraient réunir ou atteindre tous les départements? Parce que nous voyons également d'autres ministères qui sont associés, l'environnement y compris. C'est question de se concerter, faire des réunions interministérielles. J'inviterai le ministre de l'Environnement, des Hydrocarbures, des ITPR, Affaires sociales. N'est-ce pas? Urbanisme. Dernièrement, on a parlé sur un sujet, des free zones. Lorsque vous avez une free zone, vous mettre tout ce qu'il y a comme management HSE. Mais c'est très beau d'avoir tous ces genres de lieux ou des milieux, où c'est cette commission interministérielle. Mais qu'est-ce que les gens ont dans leur mindset? Comment ils réfléchissent? Ont-ils compétence pour manipuler ces produits pétroliers? Aujourd'hui, les gens s'y mettent. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'aspect pécunier. Mais oui, d'accord. Le business. Le business, l'argent, le pétrodollar, c'est tout. Et le reste, niet. Lorsqu'on a l'argent, on se croit supérieur à tout. Et l'agent qui vient pour inspecter est limité par un pourboire. Nous saluons la bravoure des experts du ministère des Hydrocarbures qui sont quand même descendus au niveau des limités 14e rue pour vérifier qu'est-ce qu'il en était exactement. C'était une station ou bien c'était un dépôt pétrolier. Ils ont reçu quand même des informations malgré l'obstacle qu'ils ont rencontré sur terrain. Merci et félicitations à vous. Nous sommes en train d'avancer, M. Serge, de parler de cette situation du secteur aval pétrolier. On peut bien constater certains dépôts à ciel ouvert. Vers Mariano, il y en avait. Et aujourd'hui, c'est des bonhommes qui deviennent un carrefour. Vous étant un logisticien, et quand vous regardez l'aval pétrolier, vous vous dites que le mal, c'est le transport. Quand vous regardez les dépôts à ciel ouvert, où il n'y a même pas un extincteur, nous jouons à quoi? Je parlais de transport et je parle aussi de stockage. Ça veut dire tout simplement. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer les inspecteurs du ministère des Hydrocarbures. Coup de chapeau pour eux. Mais est-ce qu'ils ont fait un constat comment devrait être un dépôt pétrolier? Apprenez-nous comment devrait être un dépôt pétrolier. D'abord, on ne peut pas le clôturer par des murs qui vont prendre 3-5 mètres. Non, c'est par des fils barbelés. On a besoin de l'air. Ça, c'est de 1. Et puis, on ne peut pas mettre un dépôt pétrolier dans une agglomération entre deux parcelles. Sur le plan environnemental et sanitaire, les gens vont respirer quoi? Sans extincteur. Non, ne parlons pas encore d'extincteur. Les produits pétroliers volatiles, n'est-ce pas? Ils dégagent des odeurs caractéristiques et âcres. Tout dépend de produits, du géo ou du super. Mais alors, ceux qui sont aux alentours, ils vont respirer quoi? Sur le plan environnemental et sanitaire, déjà problème. Sur le plan sécuritaire, pas d'extincteur, pas de bac à sable, pas de pictogramme sécuritaire. Où sommes-nous là? Où sommes-nous là? Ça veut dire qu'il y a un problème de réglementation en amont et en aval. Ceux qui ont construit cette station ou ces dépôts n'ont pas respecté les us et coutumes ou les normes HSE. Ceux qui viennent inspecter, ont-ils interpellé? Ah ben non, voilà, là, il y a un problème. Et après, ceux qui travaillent là-dedans,
Moi, j'ai vu, hein, cigarette là au bout, hein, et il faut voir ce qu'il a dans ses mains. Il a des éponges imbibées de produits pétroliers. Il a une cigarette. Entre nous, qu'est-ce que nous faisons finalement? Ça veut dire la personne ne maîtrise rien. Il est un danger. Alors, la personne ne maîtrise rien, il est un danger. Parfois, c'est un sujet qui révolte. Alors, c'est important pour nous de communiquer. Il n'y a pas que le produit pétrolier, parfois, qui seront à la base des incendies. Nous allons retrouver ces cas. Là, c'était au niveau du camp Lufungula. On nous apprend jusque-là que c'était un court-circuit électrique. Suivant un peu ce qui s'est passé, et il y a eu plus de 400 maisons qui sont parties, des maisons en tôle qui sont parties, et 2 bébés sont décédés, suivant, et on se retrouve pour analyser. Là, je montre le problème Pardon chérie, pardon. Hein. Faut tourner. lelo tokosuka wapi totikala na bakaleso moko na nzoto bilamba nyonso eziki kaka nde tovandi boye na bana makolo ngulu mama ma Denis yokela biso mawa yakata kodote biso ata pièce moko tokatana na bana tokosuka wapi lelo tokovivre ndenge ni 11h yango oyo bana koli ezate basani eziki banzungu eziki eloko teti ezate mbongo ezate tala bande bazolela biso nzala tokosuka wapi mama moboti mama bana ebele mama yokela biso mawa mama yokela biso mawa yakata kodote biso ata nefis kata ba pièce bilamba tata kolata tande tovandi bo ezosimba te toyebi te tokobanda wapi tokosuka wapi tozoyeba te toyebi te mama lobelela biso moto tango ebandi kopela ebandi kopela na soko tali bien na ngambo wana kuna na deuxième poteau moto ebandaki wana ebandi kopela ebandi kokita ekiti eti na ngambo ekomokota na ngambo ya droite malheureusement tosambeli nzambe evenema esalami na moment oyo bato baza ya kotambola circulation eza nanu mais soki nzambe azalaki nzambe mawa te evenema esalami na 2h du matin ou bien 3h du matin enyaki ezala bamort ebele bato yango bakufa ebele mais awa tozaka bamort mibale babebe nde bakufi oyo bamama na bango batikali bango na kati ya bandako bebe bakufi mibale solo otala bien na nsima mokongo nango ozomona estandi ya makasi esalamaki motuka oyo esalaka estandi eyaki eye na mai te yango wana bakonzi ya mboka botela biso likambo wana estandi eza eloko oyo ezalaka prepre ntango eye fota na mai nango tio nango ezala na mai me yango eye mai eza te totuna mai boye oyo mai ezalaki mokie etelemi nango entretien biloko ezozika bandako ezozika mingi ya koloba eza penza te mama Denis yozali mama ya bana. Voilà, cette fois-là, c'était le produit pétrolier. Nous apprenons que c'était le court-circuit électrique. Votre réaction? C'est la désolation. Je suis très ému. Ça ne fait que se répéter. J'aurais appris quand Mobutu, on a connu de tels cas. D'abord, la population est tellement démunie. Il y a la pauvreté. On sent que le ministère des Affaires sociales ne suit pas. Comment peut-on accepter que nous ayons en pleine capitale, des maisons construites? Des agents de l'ordre. Ah ben non, je crois que nous ne respectons pas ces gens-là. Il n'y a pas humanisme. Et ça, c'est de 1, de 2. La manipulation électrique. Comment est-ce que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à construire un réseau électrique là-dessus? Qui a géré ça? Voilà maintenant qu'il y a eu sinistre. On fait appel à la première dame. Mais non. C'est logique, demander de l'aide. Oui, demander, mais qu'est-ce qu'il fallait prévenir? Si ces gens étaient très bien logés, on n'aurait pas dû vivre ces catastrophes-là. De chaque fois, nous répétons la même chose. Et la nature ne veut pas nous enseigner. On ne veut pas anticiper. Anticiper veut dire quoi? Ça veut dire... Il faudrait des moyens pour ça. Oui, mais écoutez, l'État ne peut pas dire « je manque de moyens ». C'est faux. Retenez ça aujourd'hui.
l'État a toujours de l'argent. Mais nous ne voulons pas prendre conscience. Nous refusons de travailler. On n'associe pas le bureau d'études. Il y a tout un bureau d'études sur l'urbanisme ici à la première île du Mété. On a de l'espace ici en RDC. On ne peut même pas avoir de petites routes ici. Ces gens-là vivent dans cet état depuis combien d'années? Qui s'occupe de ces gens-là? Maintenant qu'il y a eu sinistre, on va s'occuper d'eux pour chercher où le loger. Salutations à Madame Guveline Kunku. Certainement, elle pourra nous suivre. Salutations à elle. Salutations à tous ceux qui nous suivent de partout. Ça fait très mal. Biso tolobi, torobanda koloba, kaka makambo, telle énergie pour makambo échanger mbokanaso et kendeli bosso. Alors, nous parlons de cette situation de Laval. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, on se rend compte que nous allons encore compter des incendies et des sinistres. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le concret? Qu'est-ce que les autorités doivent faire? Qu'est-ce que la population aussi? Certainement, la population aussi a sa part de responsabilité. Merci beaucoup, Pépito. Moi, je crois que le gouvernement, le ministère des hydrocarbures devrait compter sur le contenu local. La main-d'œuvre locale. Il y a de l'expertise. Il y a de l'expertise. Je reviens d'Abuja, ça fait quelques semaines. Quand je parlais, et je parlais de mon pays, de ce que je suis et des compétences développées, je rentrais avec un diplôme. De mérite, félicitations encore une fois. De mérite. Nous avons vu ces diplômes. Mais curieusement, ici, localement, on ne fait pas attention à nous. Si nous conjuguons ce verbe, nous sommes pour le devenir de ces pays, je crois qu'on va trouver des solutions. Aujourd'hui, nous devons travailler en synergie. Nous allons toquer, qu'on nous ouvre des portes, qu'on se mette ensemble. Les institutions d'enseignement supérieur dans le pétrole, les bureaux d'études, les privés qui sont des opérateurs pour mettre un cadre de travail, trouver des solutions idoines pour éviter et minimiser ce genre d'incidents à répétition. Ça peut arriver, mais que ça ne tienne pas les niveaux dans lesquels nous sommes arrivés. On sent qu'il y a une mégestion. Et ça, moi, je refuse pour mon pays. Alors, quoi dire à ceux qui pensent qu'il y a une forme de criminalité derrière ça? Qu'on peut utiliser le carburant pour, je ne sais pas moi, incendier un immeuble, il y a une forme de criminalité derrière ça. Non. Il faut éviter ça. Il faut connaître la psychologie des Congolais. Hein. Le Congolais n'est pas criminel comme on peut le dire. Non. Les Congolais s'aiment beaucoup. Il y a la négligence. C'est tout. Il y a la négligence. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On sent pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on retient? Je crois que le moment est venu. D'abord, je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Ministre. Salut. Et le moment est venu pour que nous travaillions ensemble. Nous devons nous mettre sur une table et travailler. Même si ça va faire mal, il y aura de gros mots qui vont sortir, mais c'est pour notre propre bien. Merci. Même si ça va faire mal, il y aura des gros mots qui vont sortir, mais ça sera pour notre propre bien. Incendie, nous devons mettre un terme à ça. Et c'est maintenant ou jamais. Et nous avons de têtes pensantes pour ça. Nous avons de la main-d'œuvre nécessaire et nous devons répondre à cette réalité de choses. Vaut mieux prévenir que guérir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, de l'énergie, la force. Au revoir.